Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic TV. Il est 8 heures en temps universel. Merci de votre fidélité à la voix de la résistance panafricaine. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi depuis nos studios de Bamako pour vous donner les informations, les premières informations de ce dimanche 5 janvier 2025. Bienvenue, je vous invite à vous abonner à Elvic si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne rien rater des vidéos que nous postons, de même que des directs. Souvent, nous sommes en direct, comme maintenant, pour pouvoir partager avec vous les informations. Et le soir, nous décryptons ces informations ensemble. Et lorsque vous vous abonnez, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite clochette de notification afin de recevoir les alertes et les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou que nous sommes en direct. Je vous souhaite un excellent dimanche et surtout, reposez-vous bien, mais soyez prudents. Soyez prudents en ce jour et je vous souhaite de passer de très beaux moments avec les membres de vos familles respectives. Sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. La Côte d'Ivoire traverse, vous le savez, une situation difficile. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle à venir et Alassane Dramane Ouattara, l'homme aux multiples nationalités, l'homme qui a 3 nationalités selon la justice française. Il est d'une part né à Dembokro, en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi une autre pièce, un extrait de naissance, pièce à conviction, et donc délivré au Burkina Faso en Haute-Volta, qui montre que Alassane Ouattara est né le 1er juin 1942 et non le 1er janvier 1942. Voilà, on a aussi un autre extrait où il serait né à Dembokro le 1er janvier 1942 et un autre où il serait né aussi à Sendou. Donc l'homme aux 3 nationalités, donc le chef de gang, le chef de famille, mais qui en réalité est comme un chef de gang et s'apprête une fois de plus à encore à brigander le pouvoir politique en Côte d'Ivoire, à se maintenir au pouvoir par la force. En effet, les Ivoiriens l'attendaient au cours de son allocution à la nation, espérant écouter un message d'apaisement, un message aussi de retrait, car la constitution ivoirienne est très claire là-dessus. Nul ne peut faire plus de 2 mandats et Dramane Ouattara est à son 3e et compte briguer un autre mandat, un 4e mandat. Et la famille de M. Ouattara, on le sait, est très impliquée dans les affaires qu'il fait. Et on le sait aussi depuis ces derniers temps, et ses alliés, principalement en France et aussi dans d'autres pays européens, l'ont quitté et M. Ouattara est aujourd'hui abandonné donc par ceux-ci. Il n'est que l'ombre de lui-même. Bon, comme on le dit souvent, le chat a 7 vies, peut-être qu'il revivra. Mais en attendant, c'est une situation de désolation dans le camp Ouattara. Vous les voyez là, ce sont des parents, des proches parents directs d'Alassane Dramane Ouattara qui opèrent dans l'administration, qui occupent des postes de haute responsabilité dans l'administration ivoirienne. En haut, vous avez Alassane Dramane Ouattara, chef de famille et chef de l'État qui viole la constitution du pays actuellement. À côté de lui, vous avez Téné Birahima Ouattara, dit photocopie, le frère d'Alassane Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, après avoir été pendant 10 ans ministre des Affaires présidentielles. Expliquez-moi ce que sont les affaires présidentielles. Il a en outre aussi été le directeur financier de la présidence de la République, un département qui gère plus de 100 milliards de francs CFA. Il a aussi été le patron des services de renseignement qui ont des budgets illimités et souvent non contrôlés par le Parlement de la Côte d'Ivoire. À côté de M. Téné Birahima Ouattara, nous avons la nièce Masséré Touré, nièce donc d'Alassane Dramane Ouattara, la fille de sa sœur Rokia Ouattara, ou de sa prétendue sœur, car des 3 nationalités, on ignore qu'est-ce qui est la vraie. Voilà. Et Masséré Touré fut directrice de la communication de la présidence de la République et a siégé dans 6 conseils d'administration des sociétés d'État, la RTI, Fraternité Matin, etc. Aujourd'hui, Masséré Touré est la secrétaire générale du gouvernement, après que l'ancien secrétaire général, qui n'arrivait pas à travailler, tant il recevait des injonctions
de son adjointe, dans ce cas Masséré Touré, qui était la secrétaire générale adjointe, et nommée à ce poste aussi par népotisme, ne le laissait pas travailler. Abdraman Cissé, polytechnicien, a dû démissionner et s'exiler à Londres. Aujourd'hui, Masséré Touré a donc la haute main sur toute l'administration présidentielle ivoirienne. Elle est à cet effet donc la troisième personnalité dans l'ordre protocolaire après donc son oncle Alassane Dramane Ouattara, son prétendu oncle, et puis ensuite le vice-président de la République. Ensuite c'est la secrétaire générale donc de la présidente de la République, et ensuite au niveau de la présidence vous avez le directeur du cabinet et dans l'administration le premier ministre et les autres directeurs donc les autres présidents d'institutions. Et vous avez à côté de Masséré Touré, vous avez Amadou Touré, qui n'est pas sur la photo. Amadou Touré est le frère aîné de Masséré Touré et il est le directeur de Puma Énergie. Alassane Dramane Ouattara a pris un décret pour céder les stations de la Petroci, la société pétrolière ivoirienne, à Puma Énergie. Donc Amadou Touré, le frère aîné de Masséré, opère dans le secteur des hydrocarbures. La Côte d'Ivoire vient de faire des découvertes énormes et Puma Énergie dispose aussi de blocs pétroliers au large des côtes ivoiriennes. Vous avez aussi Dramane David Ouattara, qui a la barbe blanche. C'est le fils d'Alassane Dramane Ouattara. Il est à la tête d'une société de lobbying pour les sociétés de l'État ivoirien et aussi du lobbying pour son propre compte. C'est donc David Ouattara qui a introduit en Côte d'Ivoire la société Semles, qui aujourd'hui a le contrat des passeport, d'abord des cartes nationales d'identité, de l'impression des cartes nationales d'identité, estimée à plus de 400 milliards de francs CFA, et qui va aussi, dans quelques mois, aussi obtenir le contrat des passeports biométriques, de tous les documents biométriques. Le chiffre n'est pas encore connu. En tout cas, l'argent que l'État de Côte d'Ivoire versera à cette entreprise, Semles, qui est très proche de David Ouattara, n'est pas encore connu, mais elle pourrait se chiffrer aussi à plus de 400 voire 500 milliards de francs CFA, autour de cette somme. Donc, vous avez en bas le blanc sur la photo. Peut-être que certains se disent que fait-il dans cette famille de Noirs, mais bon, c'est aussi un des fils d'Alassane Dramane Ouattara, beau-fils d'Alassane Dramane Ouattara. Il s'agit de Loïc Folorou, le fils de Dominique Nouvian Folorou Ouattara, qui est l'épouse d'Alassane Dramane Ouattara. Loïc Folorou est le propriétaire de la chaîne de télévision NCI et aussi il dispose d'une entreprise d'exportation de cacao. Et là, la société Africa Sources, voilà, Africa Sources a été bénéficiaire de plusieurs donc mesures de l'État de Côte d'Ivoire qui lui a fait des exonérations fiscales. Donc, Loïc n'a pas payé des impôts à l'État de Côte d'Ivoire là où les autres payaient des impôts. À gauche, à droite de l'écran, c'est Nina Keïta. C'est la nièce aussi d'Alassane Dramane Ouattara, ancienne mannequin. Nina Keïta est la directrice générale adjointe de la Gestoci. Mais en réalité, c'est elle la vraie patronne à la Gestoci, car le DG ne peut pas, en tout cas, lui donner des ordres. Elle est en contact direct avec le président de la République qui, par un coup de fil, peut donc le démettre de ses fonctions. Et Dramane Ouattara, le neveu d'Alassane Dramane Ouattara, est le directeur général de la LONASI. Il n'apparaît pas sur cette photo. Vous avez donc au milieu donc à droite sur cette image, vous avez le mari de Madame Nina Keïta, Maître Camara, qui est dans le gouvernement de son beau-père. Monsieur Maître Camara donc est ministre de l'Emploi et aussi le mari de Nina Keïta. Il est dans ce cas donc le gendre direct. Il travaille sous les ordres directs de son gendre. Allez-y comprendre. En bas, il y a encore une autre personne qui travaille sous les ordres directs de son gendre. C'est Bruno Koné Nabagné, qui a successivement été porte-parole du gouvernement, ministre ministre des nouvelles technologies, ministre de la fonction publique, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, etc. Et aujourd'hui, il est ministre de la construction et de l'urbanisme.
car le clan opère aussi dans l'urbanisme. Le clan, à travers Dominique Nouvian-Folorou Ouattara, dispose de presque toutes les terres urbanisées de Côte d'Ivoire. Dominique Nouvian-Folorou Ouattara, que nous voyons ici recevoir à Abidjan, les Miss France qui ont été gracieusement payées avec l'argent de la Côte d'Ivoire pour venir se produire. L'État de Côte d'Ivoire nous a dit que c'était pour attirer des touristes, mais depuis leur départ, aucun touriste n'est arrivé en Côte d'Ivoire. Les Miss ont même déclaré que la Côte d'Ivoire était un pays très cher. Voilà, la vidéo circule encore sur les réseaux sociaux. Donc Dominique Nouvian-Folorou Ouattara est dans la presse, tant écrite que audiovisuelle. Elle détient donc les droits de l'entreprise. Elle détient les droits de la société, de la Radio Nostalgie. Son fils détient les droits de NCI. Elle est actionnaire de Jeune Afrique, actionnaire de plusieurs autres médias. Et on le voit ici, c'est la porte-parole presque du gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara à l'international. C'est elle donc qui est à la manœuvre pour distribuer des fake news pour permettre à son mari, à son époux, Alassane Dramane Ouattara, de confisquer ce pouvoir. Comme je le disais tantôt, elle opère aussi dans le secteur, donc, de la construction, dans le secteur pas du BTP, mais dans le secteur, on va dire, de la construction, de l'immobilier, et elle est impliquée aussi dans plusieurs scandales que nous verrons tout à l'heure. Mais pour l'heure, au niveau de la communication, Dominique Nouvian-Folorou Ouattara est impliqué jusqu'au cou dans la manipulation des opinions publiques et aussi dans la désinformation, tant en Côte d'Ivoire à travers ses chaînes NCI qui appartient à son fils et Radio Nostalgie, mais aussi à l'étranger au groupe Jeune Afrique, et vous allez le voir, et aussi à travers des agences qui ne sont même pas connues en Côte d'Ivoire, mais qui exercent une désinformation plus grande, en tout cas, sur les Ivoiriens et presque sur les Africains pour accompagner les actions de son mari. Quand une entreprise française publie de faux contenus en faveur de certains pays africains, Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, République du Congo, tous auraient eu recours au service de la société privée Avisa Partner. Qui est derrière cette société? Y a-t-il eu manipulation de l'information? Pour en parler, nous recevons Antionne Rouget, journaliste à Mediapart, le site d'information français qui publie cette enquête. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avisa Partner, c'est donc le nom de cette entreprise privée, celle que vous citez dans votre enquête. Quels sont ses domaines d'intervention ? Alors c'est une agence française basée à Paris, mais qui a désormais développé une clientèle internationale et qui travaille, c'est une agence d'intelligence économique qui travaille à la fois sur des questions liées au renseignement privé et aussi sur la réputation, notamment la réputation en ligne d'un certain nombre de dirigeants ou de pays étrangers, notamment dans la presse francophone. Et ce dont nous sommes aperçus à travers cette enquête, c'est que cette agence, l'un des moyens qu'elle a utilisé pour mener à bien ses missions d'influence, c'est notamment la création de faux profils dans des espaces participatifs en ligne, sur Internet, sur les réseaux sociaux, permettant de diffuser des opinions sous couvert de citoyens indignés, d'experts en géopolitique, etc., alors qu'il s'agissait en réalité de petites mains de cette entreprise et de ses prestataires qui étaient mandatés par des clients et qui répondaient simplement à des commandes. Alors justement, les petites mains, on y reviendra un peu plus tard, mais de quelle façon cette société a-t-elle manipulé des informations comme vous l'affirmez dans votre enquête? Donc cette société, d'abord il faut savoir que c'est une société qui est peu connue du grand public, mais qui en revanche dans le milieu du renseignement est extrêmement bien cotée, réputée. Elle a recruté beaucoup de figures de la diplomatie française ou des services de renseignement une fois qu'ils ont quitté leur fonction au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Affaires étrangères ou de la Défense. Et donc elle a pu bénéficier ainsi d'un certain nombre de contrats à la fois avec des grandes sociétés françaises, des multinationales et des dirigeants et des États extrêmement importants. Donc elle a une assise en termes de clientèle et grâce aux témoignages notamment de personnes qui sont à l'intérieur, on a découvert que l'une des missions de cette société, c'était de créer des faux contenus, donc c'est-à-dire avec des signatures qui ne correspondaient pas à des identités réelles, avec des articles parfois infondés, avec des informations qui n'étaient pas sourcées, pas vérifiées, etc., et qui avaient vocation à
à influer sur l'opinion d'un certain nombre d'événements, notamment dans des pays étrangers. Gérer son image et la réputation du personnel politique ou d'un régime en place, c'est autre chose que de cautionner des pratiques visant à diffuser des intox dans la presse francophone, et on n'a pas la réponse sur le degré de connaissance des clients. Autre nom cité dans votre enquête, celui de Dominique Nouvian-Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a recours à Avisa Partner depuis 2011. Là aussi, quel était l'objectif des demandes? Donc c'est une cliente historique d'Avisa, et le contrat vise notamment à accompagner les démarches de la première dame de Côte d'Ivoire sur l'aide à la scolarisation des enfants et à valoriser ou survaloriser les actions la concernant. Et donc là, on a découvert dans un certain nombre d'espaces participatifs, y compris les blogs de Mediapart, parce qu'on a une partie qui permet justement d'avoir des tribunes, des textes, etc., qu'il y avait une infiltration finalement d'Avisa et de son réseau à travers les blogs de Mediapart visant à valoriser la communication de la première dame de Côte d'Ivoire. Voilà, Dominique Nouvian-Folorou, donc cité dans cette enquête concernant Avisa Partner, elle a payé de l'argent probablement sorti des caisses de l'État de Côte d'Ivoire afin de financer des actions donc de désinformation. C'est la télévision française et Mediapart qui a réalisé cette enquête, et cette désinformation visait à faire croire qu'elle faisait beaucoup d'actions sociales en Côte d'Ivoire. On sait que Dominique Nouvian-Folorou-Ouattara gère le fonds de fonds pour soutenir les femmes, le fonds de solidarité pour les femmes donc démunies, des femmes qui cherchent souvent à entrer dans des activités économiques mais qui sont sans financement. Ce fonds, doté de 26 milliards annuels, n'a jusque-là réellement rien réalisé de concret. Où est passé l'argent, on l'ignore. Dominique Nouvian-Folorou-Ouattara est aussi directrice de la fondation Children of Africa, qui aurait construit l'hôpital mère-enfant de Bingerville. En réalité, cet hôpital d'Abidjan est une clinique privée où il faut payer des sommes exorbitantes si on souhaite se faire soigner. Dominique Nouvian est aussi dans la communication à outrance concernant donc la promotion, comme on le voit là, des Miss qui doivent venir faire croire que tout se passe bien en Côte d'Ivoire, que le pays avance, le pays est sur les rails, les Ivoiriens vivent dans de très bonnes conditions et qu'on peut venir visiter ce pays, et essayant ainsi d'attirer des financements pour son mari, tant la situation économique est difficile et grave en Côte d'Ivoire. Dominique Nouvian-Folorou-Ouattara, à part donc d'être une manipulatrice de l'information, donc menteuse compulsive, engagée depuis plusieurs décennies donc dans la manipulation des opinions publiques en Côte d'Ivoire surtout, mais aussi dans toute l'Afrique, elle est aussi une femme qui est citée dans plusieurs affaires de détournement de deniers publics, de vol, il faut dire ainsi les mots. Donc Dominique Nouvian-Folorou-Ouattara a été cité dans les scandales donc de biens mal acquis en République du Gabon et en République du Congo, le Congo-Brazzaville. Première fois dans ce dossier, un notaire, maître Jean-Michel Normand, de même que la dirigeante de l'agence immobilière AICI en France et de sa filiale au Gabon, Elisabeth Gandon, ont été mises en examen en cette fin d'année. Tous deux sont soupçonnés de recel de détournement de fonds publics, recel de corruption, complicité de blanchiment de détournement de fonds publics et blanchiment de corruption. Selon des documents récupérés par les enquêteurs, ce binôme a sciemment permis à Omar Bongo d'acquérir pour sa famille une dizaine de biens immobiliers à Paris d'une valeur de 12,8 millions d'euros entre 1998 et 2008. Cette somme a en grande partie transité par un compte bancaire d'AICI à la Société Générale. À Paris, l'agence immobilière fondée par l'actuelle première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, se chargeait de faire écran et de régler les appartements avec les chèques de la société. Cet article était sorti juste avant l'arrivée d'Emmanuel et de Brigitte Macron à Abidjan à la faveur d'une visite officielle. Et depuis 5 ans, plus rien de nouveau n'a été dit dans ce volet de l'affaire tentaculaire des biens mal acquis entre la France et l'Afrique. Voilà, vous avez donc bien compris. Dominique Nouvian-Folorou-Ouattara, cité dans une escroquerie de plusieurs millions de francs CFA en République gabonaise, de même que en République centrafricaine. Vous l'avez vu donc ici, Dominique Nouvian
nous verrons donc encore cet article. C'est donc une communication de Le Média basée en France et qui donc est en train d'expliquer cette corruption qui est intervenue en 2008. Donc entre 1998 et 2008, Omar Bongo a transféré plus de 12,8 millions d'euros. Voilà, nous parlons d'environ 9 milliards de francs CFA. Voilà. Et cette somme a transité en grande partie par un compte bancaire d'AICI à la Société Générale. AICI, c'est l'entreprise de Dominique Nouvian-Foloro Ouattara en France, à Paris. L'agence immobilière fondée par l'actuelle première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Nouvian-Foloro Ouattara, se chargeait de faire écran et de régler les appartements avec les chèques de la société. Vous avez bien compris. À part donc être une menteuse compulsive qui manipule les opinions publiques à travers la société Avisa Partners, Dominique Nouvian a permis aussi à la famille Bongo de détourner environ 13 millions d'euros. Voilà, nous parlons là d'environ 7 à 8 milliards de francs CFA. Et la famille Bongo lui transférait l'argent depuis donc le Gabon sur ses comptes en France. Donc entre 1998, quand son mari Alassane Dramane Ouattara était à Paris et préparait des coups d'État pour renverser le régime du président Bédié ou pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, et pendant donc la période de la guerre civile en Côte d'Ivoire où des rebelles à la solde de son mari s'attaquaient aux populations et étaient aussi en train de bloquer l'économie du pays, où Dominique Nouvian dénonçait, selon elle, des travaux forcés d'enfants dans les plantations de cacao. Elle blanchissait de l'argent pour la famille régnante du Gabon, la famille Bongo. Les sommes d'argent arrivaient du Gabon directement sur ses comptes et elle se chargeait après d'acheter des immeubles en signant des chèques en signant des chèques directement en son nom. Un peu comme si c'était AICI, son agence immobilière, qui achetait ces maisons. Et c'est en tout cas le modus operandi que Dominique Nouvian-Foloro Ouattara a utilisé depuis plusieurs décennies, depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny, qu'elle finira par dépouiller de plusieurs milliards aussi de francs CFA. Houphouët-Malade, Dominique Nouvian a signé des faux chèques. Ces chèques, elle les a retirés depuis les comptes genevois du président Félix Houphouët-Boigny, et elle a aussi vendu certains biens immobiliers du président. D'autres ont été dévalisés, tels que l'hôtel Masséran, domicile privé du président Félix Houphouët-Boigny à Paris. Voilà. Et Dominique Nouvian-Foloro Ouattara n'est pas donc la seule criminelle du clan Ouattara qui est aujourd'hui signalée par ces lanceurs d'alerte, signalée par des journalistes en France. Il faut le dire, c'est en France que tout se passe, et très bientôt, elle ira répondre aux juges qui souhaitent l'entendre sur toutes ces malversations, les détournements des fonds du président Félix Houphouët-Boigny, les détournements aussi des fonds concernant la famille Bongo, et aussi son aide active au blanchiment de l'argent détourné au peuple gabonais. Téné Birahima Ouattara dit photocopie si devant le frère cadet d'Alassane Dramane Ouattara est lui aussi cité dans des malversations en France. Écoutez encore Le Média. Les enquêteurs ont mené leur première perquisition début juillet dans 2 appartements parisiens du patron du groupe Porteo. Hassan Daklala se trouvait alors en Côte d'Ivoire, mais une partie de sa famille occupait l'un des biens. Dans l'autre, les policiers français sont tombés sur un fils d'Amédée Kofi Kouakou, ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier. De par sa fonction, il supervise l'attribution de plusieurs grands marchés publics en Côte d'Ivoire, où Hassan Daklala a obtenu d'importants chantiers ces dernières années. En gros, le fils de celui qui attribue les marchés publics occupe un appartement de celui qui est bénéficiaire de ces marchés publics. Une coïncidence à ce point troublante que la justice française n'enquête plus seulement sur des circuits de blanchiment d'argent, mais aussi et surtout sur le chef de corruption d'agents publics étrangers. Et les agents publics étrangers en question, ce sont des membres du premier cercle du pouvoir à Abidjan. Ce sont aussi des proches du président béninois Patrice Talon. Écoutons ce qu'écrit Africa Intelligence. La découverte progressive de cette nébuleuse, au sein de laquelle se côtoient des réseaux gravitant autour du mania du BTP ivoirien, de personnalités du pouvoir politico-économique à Abidjan et des proches de Guillaume Soro, suscite une gêne palpable à Abidjan, d'autant que les noms de plusieurs ministres ivoiriens apparaissent directement dans le dossier. À commencer par celui de la Défense, Téné Birahima Ouattara.
Très lié à Hassan Daklala, dont il a utilisé à plusieurs reprises le jet privé, le frère cadet du président se retrouve sur les radars des enquêteurs. Ces derniers s'intéressent de près à la nature de la relation entre l'officiel ivoirien, coutumier des séjours à Paris, et le patron de Portéo. Un malheur n'arrivant jamais seul, en octobre dernier, la Côte d'Ivoire a été placée sur la liste grise du groupe d'action financière, une organisation internationale qui surveille les maillons faibles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il y a quelques jours, le GAFI, le groupe d'action financière, a dévoilé sa liste actualisée de suivi et de contrôle des États. Et parmi les États soumis à une surveillance renforcée, on retrouve sur cette fameuse liste grise le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun et un peu à la surprise, la Côte d'Ivoire. Le secteur immobilier, jugé très vulnérable, a particulièrement attiré l'attention, nécessitant des actions correctives urgentes pour renforcer la transparence et réduire les risques. C'est dans ce contexte global qu'il faut comprendre la sévérité de la justice ivoirienne vis-à-vis de l'influenceur Apouchou National qui s'est filmé en train d'exhiber d'importantes sommes d'argent. L'influenceur ivoirien Stéphane Agbé, connu sous le sobriquet de Apouchou National, fait actuellement l'objet d'une poursuite par le parquet d'Abidjan. En ce moment, aux arrêts, il lui est reproché d'avoir exhibé une quantité impressionnante de liasses de billets de banque à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Depuis le 12 novembre dernier, le procureur a confirmé l'arrestation de l'influenceur et deux de ses complices, dont Fana Aboulaye et Akobe Léonel. Les trois personnes sont aux arrêts conformément aux dispositions de la loi 875 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. Pendant ce temps, une enquête est ouverte toujours sous l'autorité du parquet afin de déterminer l'origine de ces fonds. Il fallait à tout prix faire un exemple et les demandes de grâce médiatisées des artistes ivoiriens n'y pourront malheureusement pas grand-chose, en tout cas pour le moment. Nous sommes en 2025, une année électorale encore pleine de points d'interrogation. Alassane Ouattara n'a pas encore dit s'il comptait se présenter pour un 4e mandat et ses supporters s'imaginent déjà que la grenade lancée en direction d'Abidjan par la justice française est dirigée par des lobbies politiques qui veulent soit le décourager de rempiler, soit envoyer un message à son frère, Téné Birahima Ouattara dit photocopie, qui pourrait bien être son plan B en cas de cas. De facto, si la piste d'un mécanisme de détournement de fonds et de fuite des capitaux via des circuits liés aux entreprises de travaux publics se confirme, l'opinion serait en droit de se poser la question qui fâche. Qu'est-ce qui est fait de l'argent emprunté sur les marchés financiers pour officiellement construire le pays si une partie importante de cette dette, que les générations à venir rembourseront, finit par être captée par les cercles du pouvoir et à remonter en Europe? On peut en tout cas... Vous avez bien compris, certains pontes du RDA pensent que la justice est téléguidée comme en Côte d'Ivoire pour s'en prendre à Téné Birahima Ouattara qui est cité comme quelqu'un qui pourrait donc être aussi un prochain candidat si est-ce que Alassane Dramane Ouattara refuse ou décide plutôt de jeter l'éponge et de choisir quelqu'un d'autre dans les rangs du RDA RHDP. Donc, et Téné Birahima Ouattara, Dominique Nouvian Folorou Ouattara ou le clan même en général des Ouattara ne sont pas les seuls aujourd'hui qui sont éclaboussés par des affaires. Cet homme qui, en tout cas, a fait parler de lui assez même, dirais-je, au cours de l'année 2024. Il s'agit de Cissé Ibrahima Bakongo, qui déjà dans les années 2012, au cours du premier gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, avait aussi beaucoup fait parler de lui et est encore sous les projecteurs. Cette fois-ci, ce n'est pas uniquement pour les maisons qu'il casse. Nous y reviendrons. Et déjà, nous avons deux photos à gauche sur votre écran. Et Ouattara limoge Adama Meïté. Adama Meïté était l'homme de main de Cissé Bakongo. Et Cissé Bakongo a été accusé lorsqu'il était ministre de l'éducation, ministre plutôt de l'enseignement supérieur, d'avoir détourné plus de 40 milliards de francs CFA. 40 milliards de francs déjà volés, titrait L'Intelligent d'Abidjan, qui est un journal, je le rappelle, proche du RDA, le parti au pouvoir. Adama Meïté, donc l'homme de confiance, le DAF, directeur administratif et financier du ministère de l'enseignement supérieur, avait été arrêté
Plus de 100 milliards seront au final détournés par cet ancien instituteur devenu docteur en droit et avocat, qui est aujourd'hui une des autorités qui comptent au RDA-RHDP. Il est ministre-gouverneur du Grand District d'Abidjan, mais aussi le directeur du directoire du RDA-RHDP. Mais Cissé Bakongo vient de loin. Combien d'Ivoiriens se posent donc ou s'interrogent à cette publication de Facebook? Combien d'Ivoiriens savent que Cissé Bakongo a été instituteur à Ziplian dans la sous-préfecture de Bayota? La vie est une échelle. Bayota, c'est une ville ou une petite bourgade au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le pays BT. Et dans ce pays BT ou dans cette bourgade, l'on se souvient encore et se souviendra encore, dirais-je, pendant longtemps de Cissé Ibrahima Bakongo. L'homme y a laissé un enfant qu'il n'a jamais reconnu. Né en 1979, aujourd'hui âgé de 45 ans, le fils, qui ressemble trait par trait à Cissé Ibrahima Bakongo, a au finish décidé de parler. Sa mère aussi est sortie après plusieurs tentatives pour rentrer en contact avec ce dernier, pour au moins reconnaître la paternité de son fils. Ils ont décidé d'exposer l'affaire sur les réseaux sociaux. Depuis 2020, nous étions informés de cette affaire, mais c'est en 2024, à la fin donc de l'année 2024, que cette affaire devient publique. Écoutez le témoignage de la dame. Peuple ivoirien, c'est un cri de cœur envers vous. Un cri de cœur, j'ai besoin d'aide. Vous allez m'aider pour faire comprendre à Cissé Bakongo que la vie là, c'est pas comme ça. C'est une grâce, lui, il a eu. Donc, il ne faut pas, il va s'appuyer sur ça pour continuer dans le mal. Faire un enfant là, c'est pas un crime. Ça fait 45 ans aujourd'hui, je souffre à cause de Cissé Bakongo. J'ai dit ça à 79, Cissé a fait, j'ai fait la connaissance de Cissé Bakongo. Il m'a trouvé dans la cour de mon grand-père. Je ne le connaissais pas. Et puis il est venu. Quand il est rentré dans la cour, en même temps, il y avait nos joueurs qui venaient d'Abidjan. Il était avec un de ses amis. Moi, j'étais avec ma soeur, ma cousine. On a couru, on les a laissés là dans la cour et puis on allait vers les joueurs là. Crier derrière les accueillir les joueurs. On était enfants. J'avais 16 ans. Je suis né le 30 juillet 63. 15 ans, bien 16 ans. C'est comme ça que Cissé est rentré dans ma vie. On l'a laissé là. Et puis il est parti là. Nous on est partis là. Il ne s'est pas arrêté là, il a continué de me fréquenter. Comme copain. Sans rapport. Janvier, février, mars. Et en mars, quand il est venu, il venait avec des amis. Hein. Une fois, il est venu avec un instructeur de maman. Et lui, je ne connais pas son nom, mais je le connaissais à l'époque. Mais celui que j'ai retenu, son nom, c'est Emmanuel. Il travaillait à la sous-préfecture de Ouagaïou. C'est un ami. Il louait la maison des Silla. Et c'est Emmanuel là, il fréquentait ma soeur là, ma cousine là. Lui, il avait l'habitude de fréquenter ma soeur. C'est comme ça. On était 4 et puis on est partis. Mais Emmanuel et ma cousine là, ils nous ont accompagnés chez Cissé. Ils nous ont laissés là-bas. Et ils sont... C'est comme ça, Cissé a eu le rapport avec moi. Je connais le jour, la date. J'ai à présent retenu le jour, la date du rapport. Et c'est 2 fois dans le mois de mars là, on a eu le rapport. Et quand j'ai vu que je n'avais pas vu mes règles, c'était une grossesse. En même temps, j'ai dit, je suis allée vers ma grande soeur que je suivais directement. J'étais avec notre amie, hein, mais elle, j'avais peur d'elle, donc je ne lui ai pas dit. C'est l'autre là, j'ai payé transport, je suis allée lui dire. Et elle est venue à Ouagaïou voir Cissé avec une fille de Ouagaïou qui était mariée à un Koula. Ils sont présentement ensemble. Et la femme là, elle vit. C'était nos grandes soeurs. Ils sont partis voir Cissé.
Il a dit à ma soeur que va lui dire de venir me dire pourquoi elle ne me dit pas et puis c'est à toi elle a lui dit. Et c'est comme ça que je suis revenu à Roi-Gaillou, j'étais à Gagnois pour revenir à Roi-Gaillou. Prendre ma grand-sœur, notre amie là maintenant, et puis on allait chez Cissé. Maintenant quand il a dit mais pourquoi tu ne me dis pas et puis c'est ta soeur qui envoie là. Ma soeur a dit il faut comprendre, c'est une petite fille, donc il faut comprendre, on n'a plus à discuter sur ça. Et il a dit bon, si le mois finissait, il allait nous donner 10 000 francs pour aller à l'hôpital. Les 10 000 francs sont plus venus, lui-même il n'est plus venu, mais une fois il m'a trouvé dans la rue. Il était en train d'enlever un matin, enlever les médicaments pour faire mon lavement. Il m'a appelé, je n'ai pas répondu parce que pour moi, j'étais fâchée. Alors que pour lui, c'était une bonne occasion de se débarrasser de moi. Et c'est comme ça, l'année, les vacances sont venues, il a quitté Roi-Gaillou et puis il est parti. Il est parti. Triste cette affaire. Donc, Cissé Ibrahima Bakongo a quitté Roi-Gaillou au cours des vacances en 1979. Il a ainsi été affecté dans une autre école primaire. Ensuite, Cissé Bakongo ira en France où il va faire des études de droit. Aujourd'hui, il est une des personnalités du RDA et il n'a plus Dieu pour sa famille biologique, pour, dirais-je, pour ce garçon que vous allez voir, qui est aujourd'hui maintenant un homme et qui s'exprime bien. Il est pasteur, il n'a donc aucun remords ou aucun ressentiment contre son père biologique. Il a régné contre Cissé Ibrahima Bakongo, donc, mais il souhaite au moins qu'il reconnaisse sa paternité, car il est lui aussi père, et il souhaite que ses enfants à lui, qui sont donc les petits-enfants de Cissé Ibrahima Bakongo, puissent connaître aussi leur grand-père. Écoutez-le. Et pour ceux qui sont sceptiques, ou ceux qui se plaignent du fait que c'est maintenant qu'on sort, un fils, même si le monsieur ne m'a pas reconnu, mais en tant que chrétien et en tant que pasteur, je n'ai pas le droit, parce que quoi qu'il en soit, c'est pas parce qu'il n'a pas encore accepté que je ne suis pas son sang. Donc on ne peut pas salir l'image de celui de qui nous sommes. Voilà, c'est pourquoi jusque-là, nous n'avons rien dit. Mais ça devenait de trop. Et puis, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il est devenu grand. Mais je suis devenu grand, mais j'ai des enfants. Donc, ils sont ces petits-enfants. Ils viennent d'où? Parce qu'au pays bêté, un neveu ne peut jamais ne peut jamais porter le nom de son grand-père ou bien de son oncle jusqu'à l'infini, puis on ne peut pas le reconnaître. Ça ne peut pas se faire. Je n'ai pas voulu, ça se fait. Je les acclame, le peuple acclame, ça se fait, voilà, facilement, mais je me dis que ce n'est pas comme ça. Donc le village de ma mère ne sera jamais mon village, et ça ne sera jamais le village de mes enfants. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais quand donc c'est à cause de ces petits-enfants. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Ces petits-enfants-là, ils viennent d'où? Quand ils me demandent, il y a ma première fille qui est en terminale. Elle est à Abidjan là. Elle est en terminale. Bon, qu'elle me demande notre village, je réponds quoi? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Pardon, mais est-ce que tu as fait les démarches? C'est comme je veux savoir, tu as fait des démarches envers ton papa? Donc, les démarches que nous avons déjà effectuées en 99. Quand j'ai manifesté, parce que à cause de cette histoire, le fait que j'avais des blessures intérieures en moi, le fait que quand je sors avec mes amis, je vais chez mes camarades, ils jouent avec leurs parents, avec leur papa, leur maman, et que moi je n'avais pas l'opportunité de dire papa, créer en moi des blessures, et cette blessure était vraiment profonde au point où je prenais même ma mère pour mon ennemi. Je ne sais pas dans la vidéo si elle a eu à dire ça, qu'une fois j'ai pris un couteau contre effectivement. Voilà, j'ai pris un couteau contre elle parce que je voulais qu'elle me montre d'où je viens, qui est mon père. Parce que pour moi, c'est elle qui me cachait toutes ces choses. Pour moi, et aujourd'hui. Non, retourne. Puis quand je vois cette vidéo, j'ai mal.
Et vraiment, je veux lui demander pardon pour tout ce que j'ai pu lui faire subir. Tout ce que j'ai pu lui faire subir, je lui demande vraiment pardon. Parce que j'avais toujours à l'esprit que c'est elle qui voulait me tenir loin de mon père. Et pourtant, ce n'était pas le cas. En 99, comme j'étais à l'école, elle a demandé à aller à Abidjan. Et elle est allée. Quand elle est revenue, elle m'a donné les coordonnées. Et c'est au moment où je m'apprêtais pour y aller que il y a eu le coup d'État du 24 décembre 99. Après ça, en 2003, quand je suis allé à Abidjan pour passer le concours de police, à chaque fois, parce que l'indication qu'elle m'avait donnée, il était à l'immeuble Longchamp, au plateau. Donc j'allais là-bas. Mais bizarrement, quand je demandais, on me disait que non, il n'est plus là-bas. Donc je ne savais plus quoi faire. Jusqu'à ce que, en 2006, la camarade d'enfance de ma mère, qui est une femme burkinabé, du nom de Ouedraogo Ramata, qui est présentement à Ouragayo, c'est elle maintenant qui m'a donné les détails. Il est ministre, tout cela, mais même quand j'ai appris qu'il est ministre, j'étais vraiment abattu. Parce que je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour entrer en contact avec lui? Et néanmoins, j'ai pris mon courage. En 2007, en juin 2007, je suis allé à Abidjan au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était au 23e, si je donne moi la Toussé. Je suis allé, son chef de cabinet, je crois, c'était son chef de cabinet, elle s'appelait, le nom qu'elle m'a donné, c'était Madame Soumaoro. Elle m'a donné le nom, son nom qu'elle m'a donné, c'était Madame Soumaoro à son cabinet, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Excuse-moi, au 23e. Homme Céleste, excuse-moi. Les gars, s'il vous plaît, ceux qui veulent s'abonner à sa page de la envoyez-lui des cadeaux pour le soutenir, pour qu'il tombe pas, en fait. Envoyez-lui des cadeaux pour qu'il tombe pas, les gars, s'il vous plaît. Tapotez, envoyez-lui des cadeaux pour qu'il tombe pas, les gars. Le vois, j'ai trouvé là-bas, même son garde, l'agent que j'ai trouvé là, quand il m'a regardé, il y a une dame qui passait, il a dit à Djoula, il me m'a dit, et quand la femme a dit, mais comment tu peux me dire de regarder le visage de quelqu'un comme ça? Elle dit, non, il faut regarder ça, c'est le visage de ton frère. Et qu'elle a regardé, elle-même, elle a sauté, elle a sursauté. C'est quoi ça? Et je leur ai expliqué l'histoire. Et c'est ainsi qu'ils m'ont confié à Madame Soumaoro, parce que c'est le nom qu'elle m'a donné. Elle était, je crois, chef de cabinet. Elle m'a même conduit dans son bureau. Et nous avons échangé. Elle m'a demandé ma photo. Et j'avais une photo de mon père. Voilà, j'avais une de ces photos. C'était la seule photo que j'avais. Et elle a demandé également la photo de ma mère, que c'est ce qu'il a demandé. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit, que c'est ce qu'il a demandé. Et puis, mon extrait de naissance. Et je lui ai remis ma photo, la photo de ma mère et la photo que j'avais de lui, plus mon extrait de naissance. Voilà. Mais après ça, la dame m'a dit de retourner à Ouragayo et elle allait m'appeler. Et je suis allé en juin, 1er juin, jusqu'à début août. J'étais à Abidjan. Et quand elle m'a dit de retourner, je me suis retourné. En août, fin août, j'ai un cousin qui m'a appelé. Mon cousin, il habitait à William Civil. Il m'a appelé, il dit, il est allé boire dans un maquis et il a entendu quelqu'un dire que Cissé Bakongo est son oncle. Donc, que je vienne et ils ont échangé donc de venir et il va nous mettre en contact pour que ça puisse, pour voir si ça pouvait m'aider. Et je suis allé en septembre. Et ce monsieur, il s'appelait Dro Alexis. Et son père habitait à William Civil aussi, le vieux Dro. Et il se pourrait que c'est le vieux Dro qui a élevé le ministre-gouverneur à Saint-Fra. Donc, quand le jeune et moi, nous avons échangé le lendemain, mon arrivée, nous sommes retournés au ministère. Et j'ai été convaincu qu'effectivement, il le connaissait parce que quand Mme Soumaoro l'a vu, elle a dit, Dro, tu es venu chercher quoi ici? Alors j'ai compris là que effectivement, il se connaissait. Mais lui, le nom qu'il m'a donné de la dame, elle s'appelle Agnès. Eux, ils l'appellent Agnès. Mais après ça,
la dame a commencé à me... C'est comme si elle m'évitait, jusqu'à nous sommes partis à la direction de campagne. Je crois que ça devait être en zone 4. Nous sommes partis à la direction de campagne et il était là à 50 mètres de moi, mais comme il y avait du monde. Et nous étions à l'approche des élections, c'était en 2010. En 2010, voilà, nous étions à l'approche des élections, il recevait beaucoup. Donc j'attendais patiemment pour aller vers lui. Lorsque Madame Soumaro, donc Agnès, est venue avec des personnes, et en même temps quand ils ont parlé au monsieur qui était là, voilà, il a fait sortir tout le monde et nous tous nous sommes sortis. 5 minutes après, il est rentré dans sa voiture et il est parti. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'évite ou il y a quel souci? Ou qu'est-ce qu'on lui a dit? Parce que j'ai compris que j'ai eu comme l'impression que le monsieur m'invitait. Et je ne me suis pas arrêté là. Je continuais d'aller là-bas, mais toujours sans succès, jusqu'à ce que en 2020, je crois que ça doit être dans le même mois de décembre 2020, il y a Kyria Dakouri qui a fait une publication. Voilà. Et mes amis m'ont appelé pour me faire part de cette publication. Suite à cela, en avril, juste le lundi de Pâques, je suis allé à Abidjan parce qu'il y a un ami qui m'a appelé, qui a dit que je pouvais rester chez lui à Marcory pour aller à Koumassi. Et je suis allé là-bas. Et quand je suis arrivé, je suis allé à la mairie. Ils n'ont pas voulu me recevoir. J'étais avec ma mère, le mari de ma maman, qui est décédé. Il est décédé l'année dernière. Et donc nous sommes allés, ils n'ont pas voulu nous recevoir. Donc je suis allé au bureau du RDR de Koumassi. Et les personnes que j'ai croisées là-bas, je vais vous dire leur nom. Il y a une dame seulement qui était là comme la secrétaire, c'est seulement elle, son nom que je n'ai pas pris. Mais il y a eu un monsieur là-bas, Baro, voilà, Baro, j'avais son numéro, mais comme mon portable est perdu, mais il y a l'autre qui était aussi, je ne sais pas s'il est toujours conseiller municipal, Diarasuba, j'ai toujours son contact. Même Diarasuba, quand je l'appelle, il m'appelle mon neveu. Parce que quand il a vu, il a essayé tout ce qu'il pouvait, bon, c'est ce que je pense, tout ce qu'il pouvait faire sans succès. Même le député suppléant, l'honorable Sangaré, nous l'avons vu aussi. Voilà, et tout ça sans succès. Alors, j'ai voulu, pour ma part, mettre ça dans le tiroir pour fermer. Parce que j'ai une philosophie. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été réservé d'en haut. Mais après un moment de prière avec la vieille, elle a voulu faire cette vidéo. Voilà, parce que pour elle, cette histoire ne doit pas rester dans le silence. Et comme elle est consciente que au pays Bété, un homme doit voir ses origines. Même si ta maman peut prendre ta grossesse et puis elle va venir, soit elle va quitter Oura Gayo, venir à Papekou. Mais un jour, tôt ou tard, on va te dire tu n'es pas de Papekou. Va chez toi à Oura Gayo. Ça, chez les Bété, c'est comme ça. Vous avez écouté donc le fils biologique de Cissé Ibrahima Bakongo. La suite de la vidéo, nous vous la réservons pour demain, lundi. Vous aurez une vidéo spéciale donc avec le témoignage du fils biologique et aussi le reste donc du témoignage de la mère pour que vous connaissiez celui qui donc préside aujourd'hui aux destinées de la ville d'Abidjan, ce grand leader politique qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire, qui est aussi accusé d'avoir détourné plusieurs milliards. 100 milliards ont disparu à l'université, mais surtout au ministère de l'enseignement technique, au ministère de l'enseignement supérieur. Et Cissé Bakongo fut professeur de droit, il a été nommé ministre de l'enseignement supérieur. Les 100 milliards évaporés qui devaient servir
à réfectionner donc l'université. Rien n'a été fait, mais l'argent, les 100 milliards disparus des caisses de l'État, mais cet homme multimilliardaire donc aujourd'hui ne veut même pas savoir qui est celui qui se réclame être son fils, son sang. Et quand on voit donc la génétique qui ne ment jamais, les deux hommes sont identiques, comme vous avez pu voir sur ce montage, la photo de Bakongo et la vidéo à côté. En tout cas, le clan Alassane Dramane Ouattara est dans de beaux draps, dans des difficultés. Les alliés aujourd'hui se sont détournés du clan, mais surtout, les draps sales de ce clan sont tous les jours éparpillés sur la place publique. Certaines personnes l'ont dit, ça a été des conseils donnés au clan Ouattara. Lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Et c'est peut-être ce qui est arrivé actuellement pour le clan Ouattara. Ce clan donc va-t-il sauter en 2025? C'est la question. Mais avant ce clan, il y a eu beaucoup de clans qui ont été aux affaires, qui ont bénéficié du soutien de pays occidentaux et qui ont pillé leur pays, qui ont géré leur pays avec une main de fer, mais qui finalement sont morts dans l'oubli, qui sont morts aussi dans la désolation et dans la tristesse. Écoutez, M. Bourgui, raconter l'histoire de certains chefs d'État avant les Ouattara qui ont eu des relations très très étroites avec la France, mais qui ont fini dans le désespoir, dans la tristesse, mais surtout qui sont morts hors de leur pays, hors aussi de la France. Et le maréchal Mobutu me demande à moi, je voudrais me faire soigner à la clinique de la princesse Grâce de Monaco. Je dis, papa maréchal, Foccart est mort. C'était votre parapluie atomique. Personne ne pouvait refuser quoi que ce soit à Foccart, mais il est mort. Robert, demande à Jacques. Je fais savoir au président Chirac. Il m'a dit, Robert, interrogez Villepin, secrétaire général de l'Élysée. Je dis, monsieur le président, c'est vous que le patron. Il saura trouver un moyen. J'appelle Villepin, je dis, Dominique, le maréchal Mobutu, il voudrait un visa et finir ses jours en France. Oh non, il faut demander à Alain Juppé, qui était Premier ministre. Alors là, ça a été une réponse cinglante. Non. Et Mobutu est mort à Rabat, et il est toujours enterré au cimetière de Rabat. Deuxième affront fait à un chef d'État qui a aidé, c'est Omar Bongo Ondimba, qui a fait les gouvernements français, qui a aidé les Français depuis Pompidou. Il est mort, madame, dans une clinique de Barcelone, alors que c'était un homme qui était suivi par les grands professeurs de l'hôpital américain de Neuilly, parce qu'à la fin, on ne le recevait plus, on ne le considérait plus comme avant. Elle est ingrate, elle a été ingrate. La France est-elle ingrate? Et Bourgui répond donc à la question. Mais ce qui nous intéresse, c'est donc le cas précis du clan des Ouattara. Et avec les Ouattara, il y a aussi les Compaoré qui ont fait la pluie et le beau temps sur le Burkina Faso durant plusieurs décennies, 27 ans exactement avant le renversement de Blaise Compaoré en 2014 par une insurrection populaire. Compaoré, Blaise est malade, gravement malade aujourd'hui à Abidjan. Il ne peut lui non plus se rendre en France pour y recevoir des soins. Son frère François Compaoré, qui résidait en France durant plusieurs années, 8 années, est aujourd'hui à Abidjan pour faute de visa. Il ne peut plus retourner en France où se trouvent sa femme et ses enfants. Selon lui, un de ses enfants doit subir une opération chirurgicale. Mais le consulat de France à Abidjan refuse de renouveler le visa de François Compaoré. Le même consulat, en tout cas, ne veut absolument rien entendre. Mais François Compaoré a saisi la justice en France et cette justice l'a débouté. Donc François Compaoré est donc sans visa à Abidjan, au chevet de son frère Blaise, malade, et qui est halitant dans cette maison de 12 milliards qui s'est fait construire sur les bords de la lagune Ébrié, après donc avoir trouvé refuge et avoir obtenu le passeport de la Côte d'Ivoire des mains d'Alassane Dramane Ouattara, qu'il a soutenu pendant plusieurs années au cours de sa rébellion. Aujourd'hui, donc, Alassane Dramane Ouattara est lui aussi sur le point de tomber, car lâché par ses parrains, il est affaibli, on le voit, malade aussi, suivi par les mêmes ou peut-être d'autres docteurs avec les années qui sont passées. Peut-être qu'il y a eu donc renouvellement à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, et donc renouvellement qu'on souhaite aussi en Côte d'Ivoire, mais Alassane Dramane Ouattara est suivi à l'hôpital américain de Neuilly pour un cancer de la gorge et d'autres pathologies. Lui aussi, va-t-il subir le sort de Mobutu Sese Seko
ou le sort d'Omar Bongo, qui, ne l'oubliez pas, est cité dans un dossier en France avec l'épouse d'Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, nous sommes au début de l'année 2025. Très bientôt, nous aurons les réponses à toutes ces interrogations. C'était Isaac Kofi. Depuis nos studios de Bamako pour Elvic TV, on se retrouve donc très bientôt. La rame de la force en attente qui va à présent arpenter le site du défilé est aux ordres du colonel Loïs Siapa, le commandant du bataillon projetable, c'est-à-dire une unité destinée à préparer les hommes qui s'engagent pour les théâtres extérieurs. La force en attente est une unité de réserve prête à intervenir sur ordre du chef d'état-major général des armées et sur coup préavis, dans un engagement majeur de basse ou moyenne intensité sur toute l'étendue du territoire. Sa mission, rétablir un rapport de force favorable aux troupes amies. Elle peut être déployée en opération extérieure OPEX sur ordre du ministre d'État, ministre de la Défense et sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Mesdames et messieurs, le premier groupe des blindés de la force en attente est le groupement tactique inter-armes éclair. Il est juché sur engin blindé Springbok.